Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média. Nous parlons cette semaine d'une maladie rénale de l'enfant appelée syndrome néphrotique. Quels en sont les symptômes et comment se fait le traitement? Des réponses avec vous, docteur Diarra Souba Nénéfoli. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes pédiatre, néphropédiatre, directeur de l'unité néphrologique pédiatrique du CHU de Yopougon, unité délocalisée actuellement à l'Institut national de santé publique à Djamé en Côte d'Ivoire. Également avec nous sur ce plateau, Madame Kangabega, Allah Afoué Brigitte, mère d'un enfant qui a suivi donc pour syndrome néphrotique. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors, on doit noter que vous êtes membre de l'association des parents d'enfants malades du rein de Côte d'Ivoire. Vous allez bien? Je vais bien. Et vous assurez donc le secrétariat de cette association? Oui. D'accord. En tout cas, soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci, et merci encore à vous, docteur, une fois de plus, de répondre présent à notre invitation. Déjà, c'est quoi le syndrome néphrotique? Alors, disons que le syndrome néphrotique, c'est la première pathologie glomérulaire de l'enfant. Et donc, le syndrome néphrotique, c'est une maladie glomérulaire du rein dans laquelle, on va dire, cette maladie-là, le rein va, normalement, il doit retenir les protéines, mais il va laisser passer les protéines dans les urines. Les protéines qui devaient rester dans le sang vont passer dans le sang et dans les urines et entraîner des œdèmes au niveau des enfants. Donc, c'est la première pathologie glomérulaire de l'enfant. La première pathologie, vous l'avez dit? Oui, la première pathologie au niveau des maladies glomérulaires de l'enfant. Ah, d'accord. Voilà. Pas la première maladie rénale de l'enfant, non? On peut dire même la première maladie rénale de l'enfant, c'est le syndrome néphrotique. C'est le syndrome néphrotique. Voilà. D'accord. Voilà. Et quelle est son incidence? Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés? Alors, dans notre unité, on va dire que par mois, on va dire qu'on a, sur l'année, on peut dire qu'on a 5 à 10 nouveaux cas par an. 5 à 10 nouveaux cas par an, mais il faut dire que c'est sous-diagnostiqué puisque c'est seulement des chiffres d'Abidjan, on n'a pas des chiffres de l'intérieur du pays. D'accord. Et la Côte d'Ivoire par rapport aux autres pays, est-ce que vous avez... Alors, l'incidence du syndrome néphrotique, c'est presque pareil dans tous les pays africains. On va dire c'est 1 à 5 cas pour 100 enfants en général. Voilà. D'accord. Alors, Madame Kangabega, votre enfant, votre fille précisément, a souffert donc du syndrome néphrotique. Racontez-nous un peu dans les débuts. Est-ce que vous avez su que votre enfant souffrait de cette maladie? Ou alors, comment est-ce que vous avez su qu'elle souffrait de cette maladie? Bon, vous savez, dans notre milieu ou dans mon quartier, je n'avais jamais vu auparavant un enfant souffrir de ce cas-là. On était là et puis on a constaté, grâce devenue très pâle, on l'a envoyé à l'hôpital. Suite au traitement, elle a commencé à enfler le visage, le pied, elle a commencé à prendre du poids. Et c'est comme ça, il y avait une maman qui avait son neveu qui était déjà malade, elle nous a recommandé de... D'abord on est passé par HMA et puis le chute de Cocody, on est arrivé à l'unité. Et c'est à l'unité vraiment... Comme c'était le centre réel, voilà. Elle a été reçue, puis elle a commencé les soins. D'accord. Alors, combien de temps après, est-ce que, je vais dire, vous n'avez pas traîné avec, vous n'avez pas cherché d'autres causes ailleurs, non? Non. En fait, moi, j'ai un caractère qu'on me reproche. Quand ça a commencé, bon, puisque j'ai pour connaissance, quand tu es malade, il faut d'abord se rendre à l'hôpital, savoir de quoi tu souffres avant de traiter autrement. Donc immédiatement, on est parti. Quand on est parti, elle a été diagnostiquée enfant malade de rein. Dans les médias, les instructions ont été données, son régime, comment désormais la vie va être pour elle. Puis voilà, on a commencé, on n'a pas vraiment traîné. D'accord. Moi, je peux dire que c'est ce qui a été avantageux pour elle. Elle avait quel âge en ce moment? Quand c'était au CE2, actuellement elle a 18 ans. C'est depuis 2015. D'accord. 2015, voilà. Non, 2012, jusqu'à 2000. Ça va chez elle, ça vaut quand même presque 3 ans. Hein.
Ah d'accord. Oui, ça va chez elle. Les traitements ont marché. Oui, ça va. Mais dites-nous, vous avez dit qu'elle était enflée du visage, des Oui, pieds. du visage. Elle s'en plaignait? Avec cette enflure, elle n'a pas vraiment de douleur. Seulement qu'elle a un physique qui a changé. D'accord. Elle a un gros ventre, les paupières enflées, le pied enflé comme voilà, l'état d'une femme enceinte normale qui est presque à terme, bon, comme je suis. Mais dans cet enflux-là, elle n'a pas en fait de douleur. D'accord. Mais Alors, quand je l'ai envoyée à l'école, son professeur vraiment avait peur, de peur qu'elle pique des crises. Donc son année même a été annulée avec l'accord de son médecin. Et puis voilà, elle a fait un an sans partir à l'école. wow. Elle n'a pas de douleur. Cela nous amène à parler donc des signes qui caractérisent donc le syndrome néphrotique, docteur Diarra-Souba. Quels sont ces principaux signes? Madame Kanabiga l'a dit, enflure. Oui, je pense que il y a quoi d'autre? c'est surtout les œdèmes. Les œdèmes, c'est-à-dire que le visage va enfler. En général, ça commence par ça. C'est des œdèmes, mais surtout la prise de poids. Parce que souvent, quand cette maladie commence, on a tendance à dire que l'enfant mange bien, il prend du poids. Donc, on le voit prendre du poids, mais c'est pas un vrai poids, c'est des œdèmes. Parce que, comme j'ai dit dans la définition de cette maladie, c'est les protéines qui vont fuir avec l'eau dans les tissus, donc l'enfant va prendre du poids. Donc, si les parents ne font pas attention, il y a une prise de poids, mais qui est excessive, qui est au-delà de la normale. Et en général, ça commence un peu par un rhume, une piqûre d'insecte. Donc, on trouve que souvent, c'est une allergie qu'on a fait à quelque chose. Donc, premier élément, c'est la prise de poids excessive avec des œdèmes. Alors, c'est des œdèmes particuliers parce que, en général, le matin au réveil, vous avez le visage qui est enflé, et puis en cours de journée, le visage désenfle. Donc, voilà. Et c'est des œdèmes qui vont commencer au niveau du visage, ensuite vont prendre les membres inférieurs, et puis après, l'abdomen. Donc, en général, quand la maman voit que l'enfant prend trop de poids et il a des œdèmes, elle consulte. Mais ça, c'est le signe principal, les œdèmes. Après, il y a l'enfant qui va faire moins pipi. En termes médicaux, une oligurie. Il ne va pas faire beaucoup de pipi. Et c'est un enfant qui va se sentir beaucoup fatigué. D'accord. Voilà. Donc, ces signes-là doivent amener rapidement les parents à aller dans le premier centre de santé. Et le diagnostic est rapide. Il suffit de plonger une bandelette urinaire dans les urines. On voit s'il y a une protéine urique, c'est-à-dire qu'il y a trop de protéines qui sont dans les urines alors qu'ils ne devaient pas être. On peut s'orienter déjà vers le diagnostic. Ah bon? Oui. D'accord. Alors, vous avez parlé donc de trop de protéines. Voilà. Donc, sûrement qu'il y a des causes. Il y a des facteurs qui favorisent cette maladie. Voilà, c'est-à-dire que, comme je disais, normalement, le rein, il doit retenir les protéines qui doivent rester dans le sang. Il ne doit pas s'éliminer dans les urines. Alors, il y a plusieurs causes qui font que ces protéines-là, puisque le rein, il y a des petits pores qui doivent empêcher la fuite de ces protéines. Dans cette maladie, ces pores-là vont être plus grands que d'habitude. D'accord. Et donc, les protéines vont pouvoir passer. Alors, qu'est-ce qui fait que ces pores-là deviennent plus grands? Ça peut être génétique. C'est-à-dire que, on va dire, vous avez un gène qui va modifier l'ouverture de ces pores-là. Donc, vous naissez avec ça. Ah bon? Oui, ça peut être génétique. D'accord. Ça peut être aussi des pathologies, disons des maladies infectieuses ou bien des maladies acquises qui vont venir modifier cette perméabilité-là, qui va faire que les reins, les trous qui devaient être un peu plus petits vont être plus grands, donc les protéines vont fuir. Donc, il peut y avoir des causes de naissance génétique, congénitale, et puis il peut y avoir des causes acquises dues aux infections. Mais le principal facteur qui fait que cette maladie-là est fréquente chez l'enfant, c'est, on dit un facteur circulant, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas identifié encore, qui vient modifier cette perméabilité-là et qui fait que le rein va laisser passer les protéines. Et c'est pour ça que la maladie, le syndrome néphrotique de l'enfant, le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle le syndrome néphrotique idiopathique. C'est-à-dire que c'est une néphrose. On ne connaît pas la cause. On sait qu'il y a un facteur qui vient modifier, mais ce facteur-là, il n'est pas encore identifié. Waouh. D'accord. Donc, on a le syndrome néphrotique chez l'adulte. Oui. Et chez l'adulte, le plus souvent, c'est des causes secondaires. Vous pouvez avoir un diabète, vous pouvez avoir une hypertension,
vous pouvez avoir un lupus, d'autres maladies acquises, même le VIH, peut entraîner un syndrome néphrotique. Mais chez l'adulte, le plus souvent, les causes sont secondaires. Mais chez l'enfant, 1% c'est congénital, on va dire 5 à 10% c'est génétique, ou 5%, même moins de 5%, et à 90% c'est idiopathique. C'est-à-dire que c'est un facteur circulant qui est responsable, de cette maladie. D'accord. Donc on verra un peu le traitement tout à l'heure. Est-ce que ça va consister donc à augmenter donc les protéines tout à l'heure? Alors, je voulais souligner quelque chose quand le docteur Diarassoua parlait des enflures qui peut commencer matin et après ça passe. Franchement, c'est effrayant. On peut se lever le matin, elle a le visage très enflé et quand même elle pleure même là. Et quand elle pleure, tout ce qui est mouvement des nerfs, moi c'est ce que je pense, ça enfle le visage et puis après ça se dissipe. Pourquoi est-ce qu'elle pleure alors? Moi, comme un enfant normal, elle peut pleurer parce qu'elle a demandé quelque chose qu'on ne lui a pas donné, puisque désormais elle est sur un régime strict sans sel. D'accord. Voilà, ce n'était pas évident. Si elle lui demandait quelque chose qu'on ne lui a pas donné, elle va commencer à pleurer. Le visage va s'enfler, les paupières vont s'arrêter comme ça brille. Mais après, en journée, et puis voilà, ça passe. Et puis moi aussi, on n'avait pas remarqué qu'elle ne pissait pas. Elle pissait pas? On s'en avait même pas remarqué. Elle faisait pas trop d'urine. Pas trop d'urine. D'accord. Voilà, c'est ce qui a. Alors ça c'est un facteur qui alerte aussi, hein, docteur, c'est ça? On n'avait pas remarqué ça. C'est quand on est arrivé qu'ils ont souligné qu'on a vu. Je disais, mais à la maison, quand un enfant fait trop pipi au lit, la maison qui se on se plaint. Mais là-bas, en néphrologie, on avait besoin des urines, rien que pour faire les bandelettes. D'accord, fort heureusement, vous êtes vite allé à l'hôpital et le mal a été diagnostiqué. Quel a été le traitement qu'on vous a le traitement sous lequel elle a été mise? Bon, je ne sais pas comment ils appellent ça en milieu médecin. Elle était sous les corticoïdes. Le traitement à l'hôpital, elle était sous les corticoïdes. D'accord, ça c'est le traitement médicamenteux. Mais je l'ai dit, vous avez parlé donc de son alimentation. Alimentation, voilà, elle ne mangeait pas, ça est dans son carnet, elle ne mangeait pas tout ce qui était salé. D'accord. Elle ne mangeait pas tout ce qui est salé, trop sucré. Donc tout de suite, il y a eu un changement de régime. Un changement de régime. Alimentaire. Et il y a ces tatas même avec l'équipe qui l'ont appelé, d'abord ceux qui l'ont entretenu. Grâce désormais, ton alimentation sera comme ça. Tu ne vas plus manger la nourriture salée. Maman va te faire de la nourriture à part. On faisait sa sauce à part, sans sel. On faisait pour nous à part. Et vous avez dit à l'instant qu'elle a eu du mal à s'adapter, puisqu'elle pleurait le temps. Mais voilà, après, avec le temps, elle s'est habituée. Elle a vu que c'était pour sa santé. Elle a vu que c'était pour sa santé. Et quand même, elle mange quelque chose qui est un peu salé, c'est elle-même qui se plaignait. Maman, tiens, c'est un peu salé. Est-ce que tu t'es pas trompé pour mettre un peu de sel? D'accord. Docteur Diarassoua, en quoi donc va consister donc le traitement du syndrome néphrotique? Alors, disons que, comme j'ai dit tantôt, vous avez le syndrome néphrotique congénital et génétique. Là, il n'y a aucun traitement. Il faut simplement, puisque l'évolution va se faire vers l'insuffisance rénale chronique, il faut mettre l'enfant en dialyse et puis peut-être le greffer. Puisque le rein, à l'origine même, il est mal constitué. Donc, c'est la forme congénitale. C'est la forme congénitale et génétique. La forme génétique. Il faut, voilà. Ensuite, vous avez le syndrome néphrotique idiopathique, comme je disais, qui est le plus fréquent, qu'on trouve chez l'enfant à 90%. Et là, l'idée, c'est de donner des médicaments pour pouvoir réduire le calibre de ces pores-là. Et comme c'est un mécanisme immunologique, on va donner des immunosuppresseurs. Et le premier immunosuppresseur, c'est surtout les corticoïdes. Donc, le premier élément, c'est les corticoïdes. Et en général, le syndrome néphrotique de l'enfant, il est à, on va dire, 80-90%, ça marche avec les corticoïdes. D'accord. Maintenant, si les corticoïdes ne marchent pas, en ce moment-là, on passe à d'autres médicaments pour pouvoir renforcer la prise en charge. Mais à 90%, le syndrome néphrotique de l'enfant est corticosensible. Et nous, dans plusieurs études qu'on a fait chez nous, on n'est pas loin de 80-85% de taux de guérison avec les corticoïdes. D'accord. Maintenant, il reste 10 à 20% qui sont cortico-résistants, où il faut utiliser d'autres immunosuppresseurs
pour pouvoir prendre en charge. Ah, ben là, c'est bon à savoir, c'est de bonnes nouvelles, ça. Voilà. Le gros problème avec le syndrome néphrotique, c'est les rechutes. C'est-à-dire que même si vous guérissez, vous êtes menacé, entre guillemets, par des rechutes. C'est-à-dire la maladie peut revenir, parce que comme c'est l'immunité, la maladie peut revenir. C'est pas une guérison totale à vie, non? Alors si, comme on dit, il y en a qui vont rechuter. D'accord. Ceux qui vont rechuter, on prévient les parents qu'il ne faut pas s'alarmer, il faut revenir, on va reprendre le traitement et ça marche. Donc, on guérit, mais il y en a qui vont rechuter. Et donc, il faut préparer les parents à ces rechutes-là pour dire qu'il ne faut pas s'alarmer, il faut venir et on va les prendre en charge. Alors, pour les femmes où on a besoin de dialyse, est-ce que ça aussi, on a la guérison? Alors, effectivement, quand c'est une forme congénitale, c'est-à-dire que vous êtes né avec une malformation du rein en général, si on enlève le rein, on greffe le rein, en général, vous êtes guéri de cette maladie. Puisque le mécanisme ne se trouve pas dans le sang, c'est une anomalie même de l'organe. Donc, eux là, on va les surveiller. Souvent, ils ont besoin de perfusion d'albumine, souvent d'anti-inflammatoires, bien ce que l'on appelle antiprotéinuriques, pour éviter que les protéines fuient trop. Mais on les prend en charge petit à petit et quand ils arrivent au stade où il faut les greffer, on les greffe. Mais ça n'existe pas encore dans nos contextes ivoiriens et même africains. D'accord. Les syndromes néphrotiques congénitaux, en Europe, la prise en charge que je vous ai dit, c'est la prise en charge classique. Mais pour le moment, nous, on peut peut-être faire des perfusions d'albumine, on peut réduire, mais on ne peut pas arriver à la greffe. D'accord. Alors, Madame Kangabega, votre enfant aujourd'hui, grâce. Oui. Alors, le taux de guérison, elle va bien. Elle va très bien même. Il n'y a pas eu de rechute chez elle, non? Bon, dans le temps. Grâce a été le seul patient, je peux dire, qui a effrayé sa grand-mère professeure. Parce que dans son cas, elle a même fait des comas. Hein. Ah bon? Oui, elle a fait des comas. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se porte? Elle va très bien. Elle va très bien. Elle va à l'école. Elle va très bien. D'accord. Je rends gloire à Dieu. On dit merci à Dieu en tout cas. Alors, est-ce qu'on a les structures pour la prise en charge du syndrome néphrotique dans nos pays africains, Dr Diarra Souba? Oh, oui, je peux dire que maintenant on a les structures parce que c'est une pathologie qu'on a tendance maintenant à vulgariser auprès même des médecins généralistes. On fait beaucoup de campagnes parce que c'est un diagnostic qui est facile et la prise en charge, comme je vous ai dit, il y a 80 à 90% qui sont corticosensibles. Aujourd'hui, notre cheval de bataille, c'est pour ne pas que ce diagnostic-là, s'il est fait à 600 km d'Abidjan, le malade soit obligé de venir pour se prendre en charge. Donc, on a formé les médecins, les pédiatres, on peut commencer le traitement, sauf si maintenant, il y a 10 à 20% qui sont cortico-résistants, où ça ne marche pas, c'est ceux-là qui peuvent venir chez Abidjan dans un milieu spécialisé. Sinon, ça peut se faire dans tous les centres. Sinon, on peut prendre en charge le syndrome néphrotique. Aujourd'hui, avec les campagnes qu'on a faites, avec les formations qu'on a données au cours des journées, le syndrome néphrotique de l'enfant peut commencer, la prise en charge peut débuter partout en Côte d'Ivoire. Même dans le centre de santé primaire. Même dans le centre de santé primaire, le médecin peut prendre en charge au moins le premier mois. Et après le premier mois, évaluer pour voir si maintenant ça ne marche pas, il nous l'oriente. Sinon, nous sommes le seul centre de la Côte d'Ivoire. On ne va pas demander pour un syndrome néphrotique où les corticoïdes marchent à un parent de quitter Odione ou Congo pour venir jusqu'à Abidjan pour se faire soigner, alors que le médecin là-bas peut commencer le traitement. L'essentiel, c'est de commencer le traitement, évaluer après un mois. Si le traitement marche, les médecins ont été outillés pour continuer la prise en charge. Maintenant, si le traitement ne marche pas, le patient peut venir ici à Abidjan pour qu'on peaufine un peu sa prise en charge. D'accord. Alors, je voulais qu'on parle de prévention. Parce que Dieu merci, cette maladie peut être prise en charge un peu partout. Le traitement donc existe et le taux de guérison est quand même encourageant. Oui. Mais est-ce qu'on peut prévenir le syndrome néphrotique? Vous avez parlé donc de la forme congénitale, on peut naître avec. Est-ce que déjà, la femme étant enceinte dans ses consultations prénatales, quelque chose peut être fait par exemple pour mettre à l'abri donc l'enfant contre cette maladie?
Alors, il faut dire que dans tout ce que je vous ai dit, c'est difficile de faire la prévention même de cette maladie-là, parce que comme je dis, à 90%, c'est le facteur circulant là qu'on ne connaît pas encore. Donc, mais il y a des pathologies qui peuvent entraîner ce syndrome néphrotique. C'est pour ça que pendant la consultation prénatale, vous faites le bilan prénatal. Parce que vous avez des pathologies dans le bilan prénatal qui peuvent être cause de syndrome néphrotique à la naissance. Mais le dépistage anténatal, souvent, quand on fait l'échographie, on peut voir s'il y a on dit un oligoamnios ou un hydramnios. On peut commencer déjà à voir certaines malformations, mais anticiper si la survenue du syndrome néphrotique, c'est faire le bilan prénatal pour voir s'il y a des pathologies qui prédisposent. Mais c'est dit bien qui prédisposent, ces pathologies ne vont pas donner directement un syndrome néphrotique. Ensuite, vous avez les mariages consanguins. Il faut éviter les mariages consanguins parce que s'il y a un gène qui peut s'exprimer au niveau... C'est quoi les mariages consanguins? Les mariages consanguins, c'est des mariages entre neveux, nièces de la même famille, par exemple. Voilà. Parce que s'il y a une maladie qui est, entre guillemets, cachée, elle peut se réveiller s'il y a des mariages consanguins. Voilà. Mais c'est difficile de parler de prévention du syndrome néphrotique. Ah bon? Non, parce qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce qui donne dans 90%. Voilà. D'accord. Alors, chez vous, Madame Kagabega, j'ai envie de savoir, de vous demander, est-ce que vous avez cherché à connaître l'origine? Qu'est-ce qui s'est passé et puis grâce à développer cette maladie? Je peux dire que c'est une coïncidence. Une coïncidence? Oui, une coïncidence parce que quand elle était née, grâce à elle ne tombait pas vraiment malade. Quand tu la vois pâle, c'est que c'est un palu. Et puis on fait le traitement palu, puis ça passe. Mais en cette année-là, il y avait des médicaments qui lui avaient été prescrits et puis voilà, suite à ça, moi j'aime beaucoup lire les notices pour voir les effets secondaires, les effets, voilà. Et c'est comme ça que j'ai lu Célestine, oui, Célestine. On ne va pas donner de marque, s'il vous plaît, voilà. D'accord. Donc quand j'ai lu les effets secondaires, j'ai vu que ça part de augmentation de poids, enflure de visage, et puis je suis retournée demander, mais attends, dans ce médicament-là, les inconvénients partent d'enflure, visage et tout, et je commence à constater. Voilà, puis j'ai demandé au médecin, en fait, je peux dire que c'est une coïncidence. D'accord. Dans son cas, c'est une coïncidence. Oui, on va dire que c'est une coïncidence parce que il n'y a pas de médicament qui entraîne le syndrome néphrotique. Ah bon? Non. C'est plutôt, si c'est secondaire, c'est des maladies générales qui vont venir modifier cette perméabilité-là. Mais des médicaments même qui modifient la perméabilité, non, il n'y a pas de médicaments qui entraînent un syndrome néphrotique en général. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, c'était une coïncidence. Une coïncidence. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, vous faites partie donc de l'association des parents d'enfants malades du Rhin de Côte d'Ivoire. APEMA. Quelle est votre principale mission? C'est quoi? Bon, moi j'assume la permanence au bureau, des parents qui appellent, surtout les nouveaux parents, d'autres appellent, on nous a orientés à Abidjan, on dit il y a un centre de néphrologie là-bas, est-ce que puis voilà, je les encourage, je les oriente plusieurs fois même, et puis voilà, le parent même depuis le téléphone m'explique un peu comment un enfant se sent, bon, étant aussi mère. L'enfant est déjà passé par là déjà des années, puis je les encourage, je leur dis ça se guérit. Les parents même qui demandent mais est-ce que ça se guérit? Je dis ça se guérit. Docteur a souligné côté cortico, vraiment, j'avais pour habitude pour encourager les parents et puis j'ai dit mais leur traitement ça là c'est miraculeux. L'enfant peut rentrer tout enflé. Mais je vous dis, en moins de 72 heures, c'est comme si c'était de l'amusement. Vraiment, ça marche. Oui, ça marche. D'accord. À la garde de ça marche vraiment. Il faut dire que l'APEMA a un grand rôle à côté de nous parce que vous avez tout ce qui est maladie chronique, les parents ont besoin d'écoute. Et souvent, les médecins, c'est vrai qu'ils écoutent, mais leur charge d'activité font qu'ils ne sont pas toujours à côté des parents. Et l'APEMA a été voulu et créé par le professeur Adonis là, pour que ça soit un centre d'écoute et de témoignage. Parce que quand vous avez un parent qui commence le traitement, s'il a un exemple, par exemple, il a dit l'enfant est suivi, ça fait 10, 12 ans de prise en charge, le parent sait qu'il y a un espoir.
Parce que souvent, nous, les médecins, quand on donne l'espoir, les parents hésitent un peu. Bien sûr. Mais s'il y a un parent qui témoigne, Qui est passé par là, voilà, qui vit la situation. qui vit la situation, ça renforce un peu Bien sûr. la prise, parce que l'observance est un élément important de ce traitement. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de... Surtout le régime. Les mamans peuvent vous donner des astuces à d'autres pour dire voilà comment je fais pour que l'enfant puisse accepter le régime sans sel. Si j'avais des difficultés économiques pour préparer, voilà comment je fais pour que toute la famille... Donc, l'APMA est un rôle vraiment Cette capital. association-là, Oui, est indispensable pour ouais. aider à la prise en charge. Sinon, les parents n'ont pas assez d'écoute et ça, c'est pas facile dans les maladies chroniques. D'accord. Il faut qu'ils aient un centre d'écoute, il faut qu'ils aient un repère pour pouvoir aller pleurer, pour pouvoir aller dire leurs difficultés. Et l'APMA joue ce rôle-là pour les écouter et souvent même revenir vers les médecins pour dire attention, il y a tel parent qui a telle difficulté, il faut que vous voyez de ce côté-là. Quel conseil majeur pour terminer? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au sujet du syndrome néphrotique que vous voulez ajouter pour terminer, Dr Diarra-Souba? Pour terminer, dire que c'est une maladie qui commence à être connue par presque tous les médecins, tous les pédiatres. Il ne faut pas que les parents paniquent. Dès que l'enfant prend un peu de poids, dès qu'il commence à faire moins pipi, fréquenter le premier centre de santé, tous les médecins aujourd'hui sont à même de mettre une bandelette urinaire dans les urines, demander un bilan minimum, faire le diagnostic et le traitement marche à 80-90%. Il faut fréquenter les centres de santé et le diagnostic sera vite fait et faire la prise en charge. Parce que quand le diagnostic est fait tard, l'une des complications de ce traitement, de cette maladie, quand les corticoïdes ne marchent pas et qu'on n'a pas bien, c'est l'insuffisance rénale chronique. Et donc un syndrome néphrotique qui n'est pas bien pris en charge va terminer par l'insuffisance rénale chronique et donc une dialyse à vie. Il faut éviter donc d'en arriver là. Voilà. Donc il faut être observant et fréquenter le premier centre de santé très rapidement. Dès qu'on a les premiers signes, vous avez souligné un signe majeur lorsque l'enfant commence à ne pas trop faire pipi, prendre du poids excessivement. Il faut courir, il faut faire vite. Voilà. En tout cas, merci à vous, docteur Diarra-Souba Nyenefoli. Je rappelle que vous êtes pédiatre, néphropédiatre, directeur de l'unité de néphrologie pédiatrique du CHU de Yopougon, unité actuellement délocalisée à l'Institut national de santé publique à Djamé, c'est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Également à vous, Madame Kangabega Ala Afoué Brigitte. En tout cas, vous êtes mère d'enfant qui a suivi donc pour un syndrome néphrotique. Qui va très bien. Voilà, et merci donc d'avoir accepté de partager votre expérience. Je rappelle que vous êtes membre de l'association des parents d'enfants malades du rein de Côte d'Ivoire. Fares Sakora et Arnold Dosso ont réalisé ce numéro d'Hebdo Santé. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.